Et territoire, la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, peut-on rester faible face à la brutalité et la loi du plus fort? Peut-on se taire quand le droit international est piétiné? Peut-on détourner le regard face au pillage des empires prédateurs? Aujourd'hui, la France et une majorité de pays européens ont baissé les yeux. Baissé les yeux par lâcheté, comme on baisse les yeux face aux petits caïds qui humilient et terrorisent. Un seul dirigeant européen, le Premier ministre espagnol, a osé rappeler l'essentiel, la justice et le droit. Après Gaza, après le Liban, après l'Iran, dans quelle dystopie sommes-nous entrés pour que la défense la plus élémentaire du droit international devienne l'exception? Monsieur le Premier ministre, quand Donald Trump viole la souveraineté du Venezuela pour s'emparer de son pétrole et menace désormais d'annexer le Groenland, territoire européen, territoire de l'OTAN, notre silence est une autorisation. Deux choix s'offrent à nous. Soit nous affirmons collectivement notre force, soit nous disparaîtrons. Renforcer nos armées nationales ne suffira pas, il faut une réponse européenne. Une réponse militaire coordonnée, en renforçant le pilier européen de l'OTAN et en soutenant l'Ukraine, notamment via la mobilisation des avoirs russes. Une réponse politique, en accélérant notre intégration continentale et en tenant le prochain Conseil européen à Nuuk, au Groenland, pour dire clairement « ce territoire n'est pas négociable ». Une réponse diplomatique, en bâtissant un nouveau multilatéralisme, un nouveau Bandung avec les pays du Sud qui refusent l'ordre impérial et la loi du plus fort. Une réponse économique en bâtissant notre souveraineté énergétique par les renouvelables, sans dépendre des hydrocarbures de Trump et de Poutine. Souveraineté numérique en bannissant du continent les plateformes qui propagent la haine et la désinformation au service des puissants. Monsieur le Premier ministre, la France et l'Europe en ont les moyens et le devoir. Agissez. Pour vous répondre, la parole est au Premier ministre. Vous avez la parole. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Gontard, je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà dit à votre collègue, la présidente Cukierman, et je repars de votre question pour tenter avec vous d'aller plus loin et peut-être d'ailleurs déjà nourrir un peu ce débat 50-1 que vos groupes politiques ont réclamé. Le vrai sujet, c'est notre crédibilité, au fond. Et est-ce qu'on est prêt, une bonne fois pour toutes, à être fort? Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas que gouvernemental. C'est une œuvre collective qui se fait, à mon avis, sur plusieurs fondements, plusieurs principes. Le premier, c'est évidemment la cohérence. C'est ce que je disais tout à l'heure à la présidente Cukierman, pardonnez-moi. La cohérence de notre histoire politique et diplomatique, la cohérence de ce que nous sommes dans le rapport au droit international, la cohérence dans nos engagements multilatéraux dans un moment de crise du multilatéralisme. Et objectivement, il y a un consensus sur l'ensemble des bancs du Sénat pour le dire. Le vrai sujet, c'est que ça soit contagieux dans les autres partis, formations politiques, cousines ou en cousinage dans les différents pays européens. J'y reviendrai, mais c'est évidemment le sujet de la cohérence. Le deuxième sujet, c'est la crédibilité. Alors, on dit que ça ne suffira pas qu'il y ait un budget pour la défense, il faut déjà qu'il y en ait un. Ça repose des questions aussi d'orientation de la cohérence entre notre modèle de défense et notre diplomatie. Ça repose encore la question de l'engagement transatlantique. On tourne autour quand même toujours de cette question. J'insiste au plus haut point, parce que ce que vous interrogez, c'est la rupture que l'administration américaine est en train d'introduire dans tout cela. On est membre d'une alliance qui n'est pas consensuelle politiquement sur ces bancs, enfin qui quand même n'est pas récente, et qui réorganise complètement l'architecture de sécurité de notre continent. Si beaucoup de pays européens ne se rallient pas toujours aux positions françaises, c'est tout simplement qu'ils sont nez à nez face à la Russie. Et que face à la puissance russe et à la prédation russe, puissance nucléaire, la manière dont un Britannique et un Français réagissent n'a strictement rien à voir avec un Allemand, un Polonais ou des pays baltes. Et donc la question de la sécurité va quand même être déterminante et va englober d'autres combats agricoles, on va y revenir dans les heures et dans les jours qui vont venir, énergétiques, parce qu'au fond, on a désormais ce dessin des éléments de la souveraineté, pour être clair, qui font que nous ne sommes pas dans la dépendance. Et effectivement, les questions culturelles, donc numériques, intellectuelles, qui ouvrent aussi à un nouveau pouvoir, en quelque sorte, qui est en train, évidemment, de muter. Et ça, cette crédibilité, évidemment, elle est clé. Le troisième sujet, c'est qu'il faut qu'on soit unis. Ça ne veut pas dire que ça écrase nos diversités politiques, nos combats. Il y aura suffisamment d'élections cette année, l'année prochaine pour cela.
Enfin, ce que je disais il y a quelques instants, il y a quand même un combat culturel, politique et intellectuel à mener, y compris vis-à-vis de la nouvelle génération. Comment on se positionne dans un ensemble de blocs qui est en train de se dessiner, qui n'a strictement rien à voir avec les années 90 post-guerre froide, qui est en train de se recomposer différemment et sur lequel, au fond, on voit bien que ça va beaucoup plus vite que nos propres organisations. Et ça, c'est un sujet évidemment qui est plutôt préoccupant parce qu'on voit bien que la tentation, c'est de se diviser. Là où beaucoup de pays européens sont en train plutôt de s'unir, on ne peut pas ne pas le voir, en tout cas de faire nation autour de quelques grands objectifs. Et ça, je pense que c'est absolument clé. La quatrième chose, c'est d'être ouvert. Votre groupe, d'ailleurs, est intervenu suffisamment sur ces sujets. Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous avons réorienté, y compris sur la présence militaire française en Afrique, est le bienvenu, et heureusement que nous l'avons fait à temps. On n'ignore pas les commentaires que ça a pu susciter en son temps, mais enfin, désormais, on voit bien que l'image, la manière dont est perçue la présence militaire française en Afrique, nous protège d'une forme de double standard. Les engagements français au sein de l'ASEAN, notre capacité à développer et dérouler la stratégie Indo-Pacifique, parce que les questions gouvernement nous amènent souvent à une actualité brûlante. Enfin, ce n'est pas parce qu'on regarde ce qui se passe en Amérique du Sud, au plus au nord, qu'il faut se détourner de ce qui se passe en mer de Chine. Donc là, on a évidemment aussi un engagement et à repenser nos engagements multilatéraux avec beaucoup plus de rapidité. Et enfin, pardon d'être long, c'est la question au fond qui me préoccupe.